Les deux racontent une histoire, et cette histoire permettra d'en apprendre un peu plus sur la collaboration entre deux talents. J'ai une première question qui va vous renverser par son incroyable originalité. J'espère que vous êtes assis, que vous êtes prêts, ça va être violent. Pouvez-vous nous dire de quoi parlent les fronts renversés pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi on va parler ce soir? Qui se lance? Est-ce que c'est le scénariste qui prend la main dans ces cas-là? Marek, est-ce que c'est toi sur le pitch? Sous réserve de compléments par l'illustrateur, on va dire, oui. Ouais. Cyril complétera parce que souvent on se complète bien. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu plaisir à composer cette bande dessinée. Donc pour résumer assez brièvement et pour pitcher plus exactement, en fait, Les Fronts renversés, c'est une intrigue policière qui se déroule sur deux époques, qui débute avec ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie en Grande Kabylie, où en fait la police française et l'armée vont essayer en 1955 d'infiltrer le FLN en créant des contre-maquis et en essayant de le déstabiliser par ces contre-maquis qui revendiquent des opérations un peu sauvages au nom du FLN. Et le principal protagoniste de la série Les Fronts renversés va être un des policiers qui va essayer d'organiser ces contre-maquis sur site, mais aussi d'Alger, où il a l'oreille de l'administration coloniale en place. Et cette opération-là qui s'est vraiment déroulée, qui s'appelle l'opération de l'Oiseau Bleu, va être un fiasco total, puisqu'en fait le FLN va avoir vent de ces contre-maquis, va s'en servir, va les infiltrer, va détourner des armes. Et ça va bouleverser, on va dire, une partie du cours de la guerre d'Algérie, qui pour le coup sera vraiment déclarée. Et concomitamment à cela, on retrouve ce même policier une douzaine d'années plus tard, un peu ostracisé professionnellement, et qui malgré tout est devenu commissaire, qui est affecté de manière provisoire au commissariat de Rennes, au moment où le Front de libération de la Bretagne mène des actions alors beaucoup plus sporadiques, beaucoup plus, en apparence terroristes, mais en même temps, à mesure qu'il enquête sur place, il a vraiment le sentiment, de par les éléments qu'il récolte, de par les rencontres, les échanges qu'il fait, d'avoir affaire à au moins un des protagonistes qu'il a croisé en Algérie. Et puis plus généralement, au-delà de l'enquête policière qui va aboutir à la fin du tome 2, c'est pour ça qu'il faut lire les deux, parce qu'il y a des indices qui se glissent à chaque période, à chaque flashback. C'est un regard porté, cette série, sur les effets de la guerre d'Algérie dans la France hexagonale des décennies qui ont suivi. En quoi ça a marqué, y compris la société française qui, en apparence, était éloignée des événements, éloignée, à part les appelés, etc., qui étaient éloignés dans son fonctionnement des événements, mais voir en quoi ça a pesé sur sa culture politique, sur sa culture sociale, et sur, on va dire, une partie des événements qui sont survenus à la fin des années 60 et dans les années 70. Donc le personnage principal, le commissaire Teurin, il épouse un petit peu cette période-là, cette transition-là, et c'est aussi l'histoire d'un changement d'époque. Voilà, j'essaye de résumer de manière la plus succincte possible, mais je pense que Cyril aura forcément des compléments bienvenus à ajouter. Il hoche de la tête, j'imagine que oui, et puis de toute façon on va revenir évidemment dans tout ce que tu as dit par rapport aux questions après, on va approfondir tout ça, et au passage, merci d'être si nombreux avec nous, ça va être passionnant, vous l'avez compris, à l'évocation de ce pitch, voilà, synthétisé, mais déjà on sent la densité. Cyril, est-ce que tu as des choses à ajouter à ce pitch? Pas vraiment. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Là on t'entend pas du tout, attends. Tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends mieux? Un tout petit peu. Est-ce que c'est mieux pour toi comme ça? Ouais, c'est bon. Un tout petit peu mieux, oui, ça a l'air. Ouais. Je monte le volume un peu à fond, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, d'accord. On pousse le son. On va faire comme ça. On pousse le son. Non, Marek a bien résumé l'ambiance des deux albums et sa richesse historique et aussi l'accent fictionnel sur lequel on a travaillé, qui est tout aussi intéressant, tourné autour de l'histoire réelle avec des éléments fictionnels. Bah, apparemment, tu passes le bac du pitch, hein, Marek. Sans problème. Bon, ça va. Avec mention, j'espère. Ouais, mention.
J'ai une première question pour toi. On est dans le thème évidemment de ces bandes dessinées. Je vais vous mettre la couverture du tome 1 parce que bah, tu l'as un peu évoqué, il faut lire les deux et commencer par le tome 1. Sinon, franchement, vous allez rien comprendre, c'est horrible. Donc, commencez par le tome 1 et bah, je vais vous mettre la couverture comme ça. C'est fait, on en avait parlé à Templemar hein, ensemble, on a eu l'occasion avec la Oui, boîte tout à fait. mobile. Pourquoi l'opération K dite de l'oiseau bleu comme sujet Euh, Comment est-ce que tu as décidé, est-ce que vous avez décidé tous les deux, comment ça s'est fait de partir sur ce sujet-là euh, et, et de lier ça avec la Bretagne? Tu en parlais un petit peu dans le pitch aussi. Comment ça s'est passé ce choix-là? Alors, je vais entamer et Cyril complétera. En fait, l'idée de départ était de traiter, on va dire, la- les événements d'Algérie et la guerre d'Algérie, non pas sous un angle de BD de guerre ou de roman de guerre, etc., mais sous un angle de ce qui, jusqu'à cette étape-là, faisait, on va dire, ma spécificité, c'est-à-dire le polar, le roman noir, l'intrigue policière. Et donc, je cherchais un événement où, en fait, la police, de près ou de loin, avait été intervenue, on va dire, dans l'organisation des opérations à caractère militaire. Et en fait, il y a assez peu d'événements, puisque après, à partir de 56, il y aura justement les pouvoirs spéciaux où l'armée va vraiment prendre la main sur, y compris les administrations civiles. Et donc, je tâtonnais sur un épisode qui puisse allier les deux et qui puisse donner, on va dire, une coloration, de par le dessin de Cyril, une coloration policière à l'intrigue et au propos général de la série. Et donc, je suis tombé un peu sur cet événement-là, puisque j'ai essayé de croiser aussi avec un élément, alors là, c'était en tant que citoyen qui s'intéresse un peu à l'histoire, qui m'interrogeait depuis un certain nombre d'années, c'était le rôle spécifique, on va dire, de la Kabylie et de cette région d'Algérie dans la lutte de libération nationale du peuple algérien. Puisque souvent, de ce que je pouvais en lire, en suivre de très loin, vu de France, c'est qu'il y avait souvent cette question-là qui polarisait, on va dire, un certain nombre de débats politiques, mais qui en même temps, on retrouvait une revendication d'avoir participé à la libération d'Algérie très forte en Kabylie. Donc cet épisode-là, il mêlait en fait deux aspects, l'aspect, on va dire, kabyle que je voulais traiter, et en même temps un aspect qui donnait une coloration, une épaisseur policière à la trame générale du récit, et qui d'ailleurs pouvait se réfracter on va dire, dans la suite bretonne, si j'ose dire, de l'intrigue. Et pour ce qui est de la Bretagne, bah, moi, souvent, c'est sans grande originalité, puisqu'on a les mêmes origines, Cyril et moi, euh, de l'ouest de la France. C'est que souvent, mes polars, la bande dessinée qu'avait fait Cyril avant, qui se passait à Nantes, on a tendance à contextualiser dans les lieux qu'on connaît, on va dire, bien entendu, les intrigues qu'on est amené à composer. Donc, quelque part, c'était jouer un peu en terrain connu sur un aspect du récit, peut-être plus sécurisant, pour s'attaquer, on va dire, au volet algérien, que ce soit au niveau scénaristique ou au niveau visuel, en partant d'une base quand même qu'on maîtrisait relativement. Voilà, je pense que c'est ce qui a emporté la décision dans le choix de cet épisode-là. Et puis, je venais en fait de terminer un polar juste avant, qui était très connoté polar noir des années 50-60, donc j'avais beaucoup de plaisir à écrire. Et donc, quelque part, je reprenais aussi ce fil-là. Donc, j'essayais de le creuser, de le questionner aussi. Donc, d'ailleurs, le personnage de Derain intervient dans ce roman-là, dans un rôle tout à fait secondaire, mais c'était aussi d'assurer un petit peu cette continuité-là qui, moi, me sécurisait dans la rédaction du scénario. Voilà, pour résumer. Alors, en fait, c'était le travail sur les personnages historiques qui était déjà très intéressant. L'histoire, quand Marek m'a envoyé son manuscrit, avant que le travaille sur le scénario, la première ébauche du manuscrit, l'histoire était suffisamment folle pour me plaire. Et surtout, il y avait beaucoup de personnages historiques et j'ai fait des recherches déjà dans ce sens. Et j'ai trouvé déjà qu'il y avait un. C'est un peu comme dans un film de genre. Il y avait vraiment des personnages très, très intéressants et des seconds rôles très, très intéressants dans cette matière historique. Et puis le récit en lui-même était quand même captivant parce que c'est un récit policier, mais c'est aussi c'est un peu comme c'est un film d'aventure.
C'est-à-dire qu'il y a du rebondissement, il y a de l'enquête. Le personnage de Derain, on l'a travaillé à deux, même si il est né dans le cerveau de Marek et puis d'un ami à lui, écrivain. On l'a travaillé physiquement, on l'a travaillé aussi à partir des comédiens de films de genre. Il y a un peu Ventura, un peu Clark Gable, un peu toutes sortes d'acteurs des années 30, 40, 50, ces espèces de personnages un peu taciturnes, des bonhommes avec des gueules un peu carrées, qui fument cigarette sur cigarette, qui sont un peu des taiseux. Donc toute cette espèce de cuisine s'est faite un peu en fonction de toutes nos influences, qu'on a beaucoup discuté aussi sur quel visage à donner. Mais quand on part d'un personnage réaliste, il suffit de transposer. Donc ça, c'est pas très compliqué. On imagine la voix qu'il pouvait avoir. Il y a le langage du corps. Et puis après, on le met dans un contexte, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des recherches par rapport au décor. Donc bon, j'ai fait pas mal de recherches notamment sur l'Algérie à travers des vieilles photos, les souvenirs d'enfance de personnes qui vivaient dans les années 50 en Algérie, peut-être Français expatriés qui sont revenus ensuite en France, qu'ils soient algériens de souche ou pas. Mais avec l'intérêt d'Internet, c'est que j'ai pu aussi voir beaucoup de photos sur la vie des quartiers à ces époques-là, et j'ai transposé. Et ce qui est amusant, c'est que le retour de personnes qui ont connu ces lieux dans leur enfance me disent j'ai vécu dans cet immeuble-là, il y avait la famille machin qui habitait au-dessus, et ils avaient presque l'impression que j'avais été en voyage là-bas et que j'avais fait du croquis sur place. Alors que tout n'est que fantasme en fait au niveau des décors. Et pour les années 70, c'est pareil. Il faut s'inspirer du cinéma, s'inspirer des photos d'époque, et puis essayer de réinventer en même temps, à sa façon, une époque, un lieu. Mais c'est très intéressant à faire. Tu parlais du contexte, mais c'est une question pour toi, Marek. Je coupe ton micro pour voir si ça va mieux pendant ce temps-là. Comment se sont passées les recherches ? C'est un contexte géopolitique qui est complexe. Cyril disait que il a notamment regardé des photos et des choses comme ça. Toi, au niveau du contexte géopolitique, est-ce que tu maîtrises ? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose avant ces bandes dessinées ? Est-ce que tu as cherché d'une manière ou d'une autre ? Comment ça s'est passé pour toi de creuser tout ça ? Alors, disons que en tant qu'auteur, j'avais en 2015, j'ai publié un polar historique déjà. Donc, le polar historique ne m'était pas complètement étranger. Et il m'est arrivé notamment, c'est le roman Les Gravats de la Rade, qui est un polar qui se déroule en partie en 1943 et en partie de manière contemporaine. Donc cette balade dans le temps, si je veux dire, je l'avais déjà traité. Après, sur les événements proprement dits en Algérie, je me suis documenté, et comme dit Cyril, sur Internet, sur tout un tas de lectures, il y avait un ouvrage qui était consacré spécifiquement, et pas uniquement en plus à l'opération Oiseau Bleu, donc je l'ai lu à plusieurs reprises. J'ai consulté des sites, il y a même des témoignages de vieux combattants du côté algérien, d'ailleurs, qui reviennent sur l'opération Oiseau Bleu, puisque, y compris l'organisation de l'opération Oiseau Bleu côté FLN, fait l'objet encore aujourd'hui de discussions âpres entre anciens combattants du FLN, puisque certains se sont plus ou moins opposés à l'organisation de cette opération-là, d'autres y ont clairement participé. Donc il y a certaines mêmes incertitudes qui demeurent sur qui tirait vraiment les ficelles de ce détournement d'armes, de cet enfumage, on va dire, de l'armée française. Donc c'était intéressant. Et donc comme ça n'était pas totalement abouti, validé par, on va dire, des travaux historiques universitaires, c'était aussi l'occasion d'aller creuser et de créer une espèce de zone de non-histoire. Et c'était un levier fantastique pour créer une intrigue policière. Voilà, c'était aussi cette idée-là, de ne pas être dans un schéma, on va dire, complètement abouti, dont les ressorts seraient même accessibles au grand public, mais justement de creuser une période, un épisode dont les tenants et les aboutissants ne sont pas complètement définis de par la multiplicité d'acteurs qui ont participé. Pour le versant, on va dire, breton et plus contemporain, là, par contre, de par nos origines, etc., c'est un certain nombre de faits dont on a entendu parler dans notre jeunesse, etc., la documentation était quand même beaucoup plus accessible.
et les événements en tant que tels beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, contenus dans la presse, dans des recherches, il y a même eu des travaux universitaires dessus. Donc après, c'était quel regard nous on portait sur ces événements-là. Et en fait, l'idée, qui m'a fait considérer cet aspect des choses et cette volonté de créer un récit qui soit sur deux époques et qui traite deux événements qui en apparence n'ont aucun rapport. C'est un jour un documentaire que j'ai vu alors qu'il ne portait pas sur la Bretagne, mais qui portait sur la Corse, et où il y avait un ancien responsable du FLNC qui disait que l'influence et la manière dont ils s'étaient organisés au départ dans les années 70, c'était vraiment ce qui s'était passé en Algérie, qui les avait dans leur enfance ou dans leur adolescence, qui les avait fortement marqués. Voilà. Donc je me disais, après au niveau générationnel, que les gens qui avaient participé aux premières actions du FLB, et on a pu le vérifier après dans certaines recherches avec Cyril, à la fin des années 60, cette première génération-là, sont des gens qui ont été des jeunes gens pendant la guerre d'Algérie. Donc forcément, pour certains qui y ont participé, et donc qui ont vu aussi la lutte du peuple algérien, les événements d'Algérie, et que ça a marqué pour certains appelés qui sont revenus après dans une Bretagne qui était très agricole, très peu développée, et qui, face à certaines misères rurales, ont pu basculer dans une autre forme d'action, alors minoritaire, beaucoup plus minoritaire que ce qui s'est passé en Algérie. Donc ces deux éléments-là racontent aussi quelque part une partie de la France de cette époque-là, et sans minimiser l'intrigue policière, parce que Derain, il est pas le même homme dans les deux époques aussi. C'était aussi de jouer avec Derain sur ces deux époques-là. Question additionnelle, en tant que lecteur, est-ce qu'il faut avoir des bases historiques pour se plonger dans les fronts renversés ? Surtout pas. Pas forcément, non. C'est vraiment, il faut partir de l'intrigue policière, je pense. Enfin, je sais pas, Cyril. Je remets ton micro. Non, c'est très accessible. La curiosité suffit, en fait. Est-ce que vous souhaitez viser un public en particulier ou c'est tout simplement destiné à la BD aux adultes ? Public averti, parce qu'il y a quand même, on en parlait dans les thèmes, des scènes peut-être un peu plus hard. Quoique, peut-être pas, votre avis m'intéresse. Mais est-ce que vous visez un public en particulier ou est-ce que c'est tout public ? C'est tout public. Pour moi, c'est tout public. Il n'y a pas de violence particulière. Il y a des bandes dessinées qui sont bien plus gore que ça. Quand il y a une scène où quelqu'un meurt, dans certaines scènes de conflit algérien, c'est du hors-champ ou c'est des fois suggéré. Le but, c'est pas de montrer de la violence gratuite, c'est plutôt de montrer presque un effet collatéral de la guerre, de la violence, de la révolution. Forcément, les gens vont avoir du sang sur les mains, qu'on soit d'accord ou pas. Et tout l'intérêt de cette histoire aussi, c'est que tous les personnages sont traités en nuances de gris. Ils sont tous traités au même niveau. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Mais tout l'intérêt, c'est pourquoi cette personne-là réagit comme ça. Elle pense comme ça. Elle vit ça, elle pense comme ça. Ses convictions sont celles-là. Donc, elle réagit comme ça parce qu'elle pense être dans son bon droit. Donc, c'est aussi son droit d'être humain de prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais que ce soit le policier, le militant algérien, le militant breton, un collègue du policier, c'est intéressant de voir tous ces personnages-là qui, comme dans le monde dans lequel on vit, on interagit avec des gens qui sont différents, qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Donc c'est intéressant de reprendre l'histoire aussi sans forcément de jugement au premier degré. Si on prend des faits et on regarde pourquoi une personne se radicalise. Et qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui fait qu'elle va vriller. Pourquoi un policier enquête et lui, pourquoi il lutte contre cette personne-là ? Parce que il pense comme ça, il a des convictions politiques comme ça. Donc c'est justement travailler sur la psychologie des personnages et de leur donner une matière. Ça, c'est très intéressant à faire. Question pour toi, Marek. Pendant ce temps-là, Cyril, est-ce que tu peux, dans l'outil qu'on utilise, baisser un tout petit peu le volume chez toi ? Je vais l'augmenter chez moi pour compenser. On va tester comme ça. Est-ce que vous vous êtes rendu... Parce que la Bretagne, ça j'ai compris, vous gérez, tous les deux. Est-ce que vous êtes rendu en Algérie
pour faire des recherches, rencontrer des personnes? C'est une question qui revient dans ma petite oreillette. Alors, petit budget, hein, donc pas forcément. Non, 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 non. On a travaillé beaucoup, comme le disait Cyril tout à l'heure, sur des photos, sur des documentaires. Il y a beaucoup de choses hein, sur les sites de l'INA, etc., qui sont accessibles, sur des travaux d'historiens qui avaient déjà eu lieu, souvent des photos. Il y a, souvent les vieilles unes de Paris Match, il y avait des dossiers complets sur les événements d'Algérie, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont recensées sur le web ou ailleurs, sur lesquelles on a pu travailler, sur lesquelles on a pu, à partir desquelles on a pu s'imprégner, on va dire, d'une certaine couleur, d'un certain univers aussi. Par rapport à ce que tu disais à l'instant, Frédéric, nous, ce qu'on voulait aussi, on y tenait particulièrement, puisque quelque part, c'est ce qui faisait notre singularité, à Cyril comme illustrateur dans sa première bande dessinée, Les voleurs de cerveau, que je recommande d'ailleurs, très, très largement. Et moi, dans ce que j'avais écrit préalablement, c'était un attachement au polar années 50, au polar à l'ancienne, etc. Et on voulait que cet univers-là s'insère dans le récit, dans la partie notamment algérienne. Donc c'est pour ça qu'on a scénarisé une partie de l'action algérienne qui se déroule à Alger, puisque d'ailleurs c'était là que l'opération Oiseau Bleu, Ouka, ou Force K était coordonnée, et aussi en Kabylie, mais qu'il y ait les deux. On voulait vraiment aussi garder cette veine policière-là, quoi. Bon, ça, c'est lié aussi à nos influences, tant en termes de BD qu'en termes de films, qui n'était pas de faire une énième BD sur la guerre d'Algérie, avec une BD de guerre historique, très factuelle. On voulait garder notre singularité, on va dire, polardière, tout en ayant un propos général sur les événements d'Algérie, sur la guerre d'Algérie, et sur son ombre portée dans la France d'après, au travers de ce personnage-là, qui, comme le disait Cyril, n'est plus le même personnage. Hein. Ça aussi, ça a été très intéressant et très jouissif à jouer. C'est-à-dire qu'au début, quand il arrive en Algérie, Guerin, pour cette opération-là, c'est un flic reconnu par ses pairs, c'est un ancien résistant, jeune, promis un bel avenir au Quai des Orfèvres, du moins il est présenté comme tel. Et quand on le retrouve 12 ans plus tard, sans trop savoir ce qui s'est passé, du moins au début du tome 1, j'aimais bien l'image de Cyril qui disait c'est un tigre blessé. Quoi. Voilà, c'est un tigre blessé. Il n'en est même plus tellement à la politique quand il traque les militants du FLB. Il est plus pour restaurer quelque part son honneur, si tant est qu'il y ait quelque chose à restaurer. Voilà. Je dirais que c'était aussi intéressant de suivre ce personnage-là parce que, on va dire, la tonalité qu'il a aux deux périodes donne un éclairage particulier sur l'époque, sur la France, sur les classes sociales qui interagissent, comme l'évoquait Cyril. Marie, comment est née votre association? Comment est né ce duo? Alors, comment est née mon association? Moi, en 2014, j'ai lu la bande dessinée Les voleurs de cerveau qu'avait écrit Cyril. J'avais adoré, puisque, en tout cas, au niveau pictural, au niveau de l'intrigue, c'était vraiment le même univers que moi. Et c'était notamment très proche de l'univers d'un roman que j'ai écrit juste avant Les Fronts renversés, qui est Auguste Aventurier, qui a une forme d'hommage au polar des années 50. Donc vraiment, je m'étais dit, tiens, c'est un dessinateur qui parle le même langage que moi. Donc quand j'ai eu, au départ, Le Front renversé était un manuscrit de roman, et consécutivement à cela, j'ai pas trouvé d'éditeur, et un ami qui l'a lu, m'a indiqué que ça ferait une excellente BD. Et bon, j'ai démarché des éditeurs seuls, mais en tant que scénariste, ça les intéresse pas forcément. Et donc, il me dit, mais tu connais pas de dessinateur, tu devrais d'abord trouver un dessinateur et après démarcher un éditeur. Et donc, j'ai envoyé à Cyril ce qui était un manuscrit de roman au départ. Et donc, bien sûr, il y a eu tout un travail de scénario, etc. En tout cas, sur le thème principal du récit, il était intéressé à participer à cette aventure-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est parti, on va dire, au printemps 2019. Et Yil nous a dit qu'il était intéressé à l'été qui a suivi. Et après, voilà. C'était parti. Comment tu as travaillé au niveau de la structure et comment faire quand c'est une autre personne qui alimente l'histoire finalement? Comment ça s'est passé pour traiter le dessin? Déjà, le scénario était complet. Donc, il suffisait de suivre l'histoire. Et comme Marek a une écriture très visuelle, c'était très facile, en ayant fait des recherches en fonction des lieux et des personnages, simplement pour avoir des éléments de décor,
il suffisait de suivre le fil qu'il avait lui-même tiré. Et par exemple, moi je suivais le scénario, c'est-à-dire que c'était des chapitres, ça qui était très bien comme matière pour travailler. Donc je suivais le chapitre, je faisais la scène. Quand la scène était terminée, je storyboardais la scène, je lui soumettais, je lui demandais mais qu'est-ce que tu en penses. Quand la scène était, j'attendais d'avoir son avis éclairé. Et ensuite, je faisais la scène au propre, je la colorais, donc je la finalisais. Et il voyait la scène terminée. Donc lui, il avait déjà un certain recul par rapport au manuscrit qu'il avait travaillé. Donc il se replongeait dedans. Donc il avait un regard neuf. Et je travaillais chapitre par chapitre. Et en fait, le puzzle se construisait comme ça. Donc c'était... je découvrais en même temps, j'avais lu le scénario avant, mais je redécouvrais à chaque fois l'intrigue. Et on est quand même des amateurs quand même de dialogue. On aime les dialogues, c'est-à-dire que le dessin il est narratif, il n'est pas contemplatif. Donc le jeu sur les dialogues est très très important. Et donc les dialogues, il faut qu'ils soient joués. Donc moi j'ai tendance à traiter les personnages comme des comédiens. J'imagine que ce sont des comédiens. Ils ont des voix, dans ma tête, ils ont des voix. Ils ont des façons de jouer. Alors, souvent, je fais référence dans mes souvenirs et mon imaginaire avec des grands seconds rôles du cinéma ou des comédiens, pas forcément des têtes d'affiche, hein, mais ça va être souvent des seconds rôles. Et j'imagine la voix qu'il pourrait avoir, qu'il soit un personnage réaliste, historique ou pas, ou fictif. Mais à partir de ça, j'ai l'impression d'être un peu un metteur en scène de cinéma, c'est-à-dire que je construis le truc, et puis on travaille vraiment à quatre mains avec Marek. Eh ben, en parlant de ça, Marek, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette façon de travailler en duo? Parce que toi, tu es romancier aussi, donc solo, c'est la belle vie, on est tranquille. Comment ça se passe en duo avec quelqu'un? La belle vie, c'est aussi beaucoup de solitude quand on écrit. Hein. Tu connais ça, Frédéric. Oui. Donc, ce qui est très stimulant en bande dessinée, c'est la permanence d'un échange, de questionnement, et on va dire de situations qui sont réglées par une discussion, par un échange, par une façon de voir ensemble le déroulé de l'intrigue, le projet initial, le propos général qui va être tenu. C'était ça aussi, on voulait éviter l'écueil de quelque chose qui soit un pensum historique. C'est ce que tu évoquais au départ, Frédéric. Il fallait vraiment que l'histoire soit à ce point aussi forte, on va dire, que la grande histoire, quoi. Que quelqu'un qui n'a pas forcément envie au départ de s'intéresser à cette période-là, à l'une ou l'autre ou à aucune, puisse s'attacher à Derain. Et que la force de l'attachement à Derain puisse l'amener à parcourir une petite partie de l'histoire de France contemporaine. C'était aussi ça le défi. Donc le travail, il est, on va dire, moi souvent, même pour les projets qu'on a à venir avec Cyril, souvent j'ai une idée générale de récit que je lui soumets. Après, il va me dire, oui, mais il va me demander des précisions, etc., que je vais confronter, que je vais éprouver au fil du temps, etc. C'est comme ça que progressivement, l'idée générale va se dessiner, qu'après, je pourrais, une fois qu'on aura défini les grandes lignes de ce progrès général, écrire un scénario, et que, comme il l'évoquait tout à l'heure, à chaque étape du scénario, il y a un questionnement possible par rapport à ce qu'on a déjà fait, ou par rapport à ce qui était le projet général. L'écueil, enfin, de ce que j'ai pu en voir en édition BD, vraiment dans les grandes maisons, c'est que déjà, ni l'illustrateur ni le scénariste n'ont forcément le choix de leur compère. Ça, c'est quand même... et qu'il y a beaucoup de prérequis aussi, souvent dans la BD historique, où on va faire un éclairage sur une période historique donnée. Il y aura bien sûr peut-être quelques petits clins d'œil à l'actualité, ou plus contemporaine, mais il n'y aura pas un regard d'auteur. Moi, nous, c'est ce qu'on entendait avoir à notre échelle, modeste, sur ces événements-là, avec un regard d'auteur qu'on peut ne pas partager, qu'on peut questionner, avec lequel on peut débattre, mais qui au moins redonne, on va dire, de la sève à des épisodes qui sinon s'étiolent, effectivement, parce qu'elles ne font l'objet que de recherche historique. C'est nécessaire, mais c'est encore plus fort si on les fait vivre. On le voit comme un complément, justement, par rapport à ça. Et c'est vrai que le travail, moi j'ai adoré faire, c'est le travail sur les personnages, effectivement. Peut-être davantage que sur la construction narrative, parce qu'on est assez vite tombé d'accord là-dessus.
C'était le personnage de Derain, les personnages de second rôle sur lesquels on a beaucoup travaillé, parce que c'est eux qui vont donner aussi toute l'épaisseur aux protagonistes principaux, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, on était fan de second rôle. Alors, dans le cinéma français des années 50, 60, 70, on peut penser à des acteurs comme Noël Roquevert, comme Robert Dalban, comme Claude Brosset dans les années 70, des acteurs de cette nature-là qui ont des vraies gueules et qui, justement, quelque part, servaient aussi le scénario. Et oui, et on peut dire taciturne, macho, il fume comme un pompier, il trompe sa femme. C'est un personnage haut en couleur que vous avez là. J'ai une question un peu plus générale sur la bande dessinée. Pour Cyril, on va varier les plaisirs. Je te remets ton micro dans 2 secondes. Est-ce qu'on peut se permettre de casser un peu les habitudes en termes de bande dessinée? Parce qu'en général, on est autour de 52 planches. Est-ce qu'il y a encore de la liberté? Vous en êtes la preuve, puisque là, vous avez un double objet très très dense. On en a parlé précédemment. Est-ce qu'on peut se permettre de la liberté aujourd'hui et de casser un peu les petites habitudes autour de 50-52 planches? Si la maison d'édition laisse cette liberté, oui. Oui, tout est une question. Sinon, il faut travailler en auto-édition. Si on veut avoir 100% de liberté, il faut faire comme beaucoup d'auteurs qui sont à la fois édités chez un éditeur et qui font de l'auto-édition pour vraiment avoir une liberté créative accomplie. C'est vrai que d'être bridé, c'est dommage, parce que un album de bande dessinée, c'était les anciens éditeurs de chez Sixto Éditions qui disaient ça. Ils disaient à juste titre, un album de BD, c'est comme un laboratoire. Il faut essayer des choses. Et donc, c'est tout l'intérêt. Chaque album de BD, le premier album de BD que j'ai fait, Les voleurs de cerveau, était en noir et blanc sur Nantes, un côté un peu les tontons flingueurs, un côté burlesque. Et avec les fronts renversés, c'est tout autre chose. J'ai changé la méthode de travail. J'ai travaillé sur des planches qui étaient un peu plus, un format juste au-dessus du A4, donc assez petite pour avoir un inconfort. Parce que l'inconfort crée une espèce d'imagination. Il va falloir trouver des solutions pour travailler son dessin, travailler les planches. Je ne pourrais plus travailler sur des grandes planches en A3, ce que je ferai un jour sûrement, mais travailler sur du petit, ça obligeait aussi à avoir un trait un peu nerveux, presque proche du croquis. Même pour l'ancrage, on voit que l'ancrage, il est un peu nerveux. Et c'est cette espèce de matière un peu que je recherchais, des fois un peu brute, et qui donne de la tension, dans l'histoire. Donc la liberté, s'il y avait beaucoup de liberté en bande dessinée, comme il y avait dans les années 70, il y avait des maisons d'édition qui avaient des albums de 400 pages qui pouvaient être faits. Alors on appelle ça maintenant des romans graphiques parce que ça fait mieux, mais à l'époque, il y avait des auteurs comme Manara ou des choses qui ont fait des choses incroyables, qui sont allés vers l'érotisme. Il y avait de la science-fiction, quand on voit Moebius. Est-ce qu'il pourrait y avoir des Moebius maintenant de nos jours? Je ne sais pas, quoi. Je suis pas sûr. Vive la liberté, quoi. Ça te fait peur sur l'évolution du monde de la bande dessinée? Peur, non, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même forcément un côté commercial. C'est vrai qu'une maison d'édition, elle a besoin aussi de vendre les produits qu'elle édite. C'est tout à fait compréhensible. Mais je pense que s'il y a une lassitude du public, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, ben là, on va peut-être reprendre les chemins de traverse. Il faut être plus original que la concurrence. Donc peut-être qu'il y a un moment, ils vont aller vers un peu de l'alternatif. Mais c'est vrai que prendre des gens peut-être qui sont un peu dans l'alternatif, très créatifs, très originaux, puis lisser, le but d'une création artistique, c'est pas de plaire à tout le monde. Je pense que nous, on s'est pas posé la question avec Marek. C'est-à-dire qu'on avait un contexte historique, il a fait une fiction super intéressante à partir de ça. On avait des personnages bien typés, avec des gueules et tout. On s'est pas dit, est-ce que ça va plaire ou pas? On s'est dit, il y aura sûrement un public. Des éditeurs à qui il a présenté le projet nous ont dit, c'est bien, mais bon, il n'y a pas de public pour ça. Ou bon. Et puis il nous a dit, ouais, banco, allez-y, quoi.
Et il y a un public. La preuve, parce que quand on a des chercheurs du CNRS ou des profs d'histoire qui nous disent bravo, c'est super, on se dit que le contenu, il est quand même intellectuellement très intéressant, riche. Et quand des personnes ne sont pas intéressées par le polar et pourtant accrochent au personnage de Derain et s'engouffrent dans cette histoire-là, alors qu'ils n'ont aucun intérêt au départ à lire un polar, une époque qui les intéresse pas, mais ils accrochent, c'est que l'histoire est bonne. Et quand on arrive à intéresser un lecteur qui n'est pas gagné d'avance, là c'est bon signe. Et c'est plutôt bon signe pour vous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Marek, pour toi aussi, hein, la liberté, j'imagine, c'est précieux. Est-ce que tu as eu totale liberté? Est-ce que c'est très différent des romans, finalement? Parce que est-ce qu'il y a plus de contraintes? Et je prends un exemple pour potentiellement te faire réagir, mais t'es pas obligé. Mais est-ce qu'il y a eu des remarques, et ça Cyril pourrait en parler aussi, mais est-ce qu'il y a eu des remarques, par exemple, sur la cigarette de Rhin dont on vient de parler? Il fume. On a des exemples en tête de personnages qui ont perdu en cours de chemin la cigarette. On parle de liberté et de tout ça. Est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes posées? Est-ce que vous avez eu une totale liberté, Marek? Est-ce que c'est important pour toi? Alors oui, c'est important, mais je vais revenir justement au personnage de Derain, ce que tu évoquais tout à l'heure, Frédéric. Alors tu disais effectivement au départ, quand on fait sa connaissance au début en Algérie, c'est vraiment un sale type. Il a des côtés très, très, très négatifs. C'est un mec, effectivement, au-delà du fait qu'il fume, sûr de lui, qui trompe allègrement sa femme, qui vient en Algérie pour, on va dire, faire une mission, mais pour l'avancement de sa carrière, qui a très peu. Et quand on le retrouve, donc vraiment, on a un côté où on n'a pas forcément envie de le suivre, quoi. En même temps, on voit toutes les bricoles qui lui arrivent, mais quand on le retrouve assez vite, puisque c'est un aller-retour entre les deux périodes, 12 ans plus tard, c'est plus le même bonhomme. Déjà, on voit que son couple est en train de se fracasser, on voit plein de choses. Et puis, dans une période encore plus contemporaine, on le retrouve en 77 à Paris, où il a rendez-vous dans un mystérieux cabinet d'avocats, et l'avocate à laquelle il est confronté, bah, c'est elle qui va quasiment le mettre plus bas que terre, puisqu'elle va vraiment lui montrer qu'il est un homme du passé, que les événements qu'il lui raconte et ce pourquoi il est venu dans ce cabinet-là sont vraiment des événements qui regardent la France des années 70, ont vocation à disparaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il passe d'un côté flamboyant dans les années 50 à un être qui court après sa vérité, qui court après le Kabyle qu'il traque depuis une quinzaine d'années, et qui quelque part est quelqu'un qui disparaît, est un symbole du polar aussi, hein, à travers le personnage de Derain qui disparaît. Donc après qu'effectivement, on n'allait pas recréer artificiellement un Derain qui fume pas, etc. On souhaitait reprendre ce qu'évoquait tout à l'heure Cyril, les codes du polar des années 50 qui nous ont fortement influencés. Mais tout en prenant, on va dire, l'habillage, les contours, les atours, c'était aussi de parler de choses graves et de changements par rapport à on va dire, à ses modes, à ses manières d'être, etc. On voit que le Derain de 77, c'est un homme qui est perdu dans son époque, dont l'avocate d'ailleurs se moque allègrement, en même temps qu'elle lui donne la clé de l'intrigue qu'il poursuit depuis des années. Donc c'était aussi ça, quoi. C'était de jouer avec les périodes, de jouer avec des fois les côtés un peu plus lourds de l'histoire, tout en ayant, on va dire, les atours de ce que sont nos influences. Quant à la liberté, oui, bon, moi je dirais que dans la BD, je trouve, enfin, c'est un peu différent puisque justement il y a beaucoup d'auteurs, d'amis, illustrateurs ou scénaristes qui se partagent entre l'auto-édition et une édition peut-être un peu plus artisanale, un peu plus confidentielle, mais que effectivement on retrouve un peu ce que nous on connaît, Frédéric, dans le roman noir, avec les grosses maisons d'édition où il y a quand même beaucoup de prérequis par rapport à certains types d'intrigues, et qu'il faut vraiment chercher les collections spécifiques pour trouver des choses un peu différentes. Voilà. Donc moi, de par les choix que j'ai fait en tant que, on va dire, auteur polar avant, j'essaye en général aussi ce que disait Cyril et que je partage, c'est la volonté d'inconfort. Par exemple, le polar que j'avais écrit juste avant Les Fronts renversés, qui est une forme d'hommage au polar des années 50 à travers un épisode fictionnel de la vie de l'auteur Auguste Le Breton, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec les polars que j'avais écrits avant, mais strictement rien à voir. L'argot des années 50, etc. C'était un essai, c'était une prise de risque. Là aussi, comme pour Les Fronts renversés, beaucoup de refus. Ce qui est paradoxal, c'est que quand il a eu son petit prix, quand il a eu des bonnes critiques, un petit succès d'estime,
les mêmes éditeurs qui m'avaient refusé Auguste Montagnier m'ont demandé s'il y avait une suite qui était prévue. Voilà, donc ça en dit long sur les attendus de chacun, qui sont parfaitement légitimes au demeurant. Mais voilà, donc c'était aussi ça, c'était de ne pas se questionner, mais de se questionner uniquement sur ce qu'on voulait faire et si on pensait qu'il y avait des lecteurs potentiellement intéressés. Là, on est sur un autre projet, par exemple. Chaque fois qu'on le pitch, respectivement, les gens accrochent direct. Donc nous, on se dit qu'il y a un lectorat pour le faire. Ça parle de quoi? L'éditeur, on peut savoir. Bon, oui, c'est pas secret défense. Ça parle d'Elvis Presley et de l'Irlande. Tu vois, c'est deux thèmes qui, a priori, là aussi, voilà. Donc, et ça, par exemple, quand on le pitch, un peu comme on le faisait pour le Fonds des fonds renversés, les gens, ah ouais, c'est vrai. Voilà, pour certains, ils croient que c'est des faits qui se sont réellement déroulés. Donc, quand on voit qu'on a ce retour-là, on se dit, c'est bon, on peut y aller. Voilà. En général, c'est le meilleur test pour le scénariste, je crois, pour l'illustrateur. En parlant d'illustration, question pour toi, Cyril. Des vignettes décalées, des personnages qui débordent parfois de leur case, est-ce que c'est une façon d'insuffler du rythme à la BD et une façon de dessiner en général? Est-ce que tu fais en fonction du projet ou est-ce que c'est un peu une marque de fabrique? Non, je ne sers que le projet. En fait, tout est une question de narration. Donc, si c'est justifié, si c'est pour donner une forme d'énergie, j'y vais. Mais les meilleurs effets visuels sont ceux qu'on voit qu'on utilise avec parcimonie. C'est un peu comme un blockbuster. Il y a des blockbusters au cinéma. Il y a des effets spéciaux tous les 10 secondes. Et on n'en peut plus au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et là, nous, notre projet, c'était surtout une bonne histoire. Comme disait, je crois que c'est à Gabin qu'on avait demandé c'est quoi le secret d'un bon film. Il avait dit une bonne histoire et une bonne histoire. Et voilà, et je suis dans toujours cette optique-là. C'est-à-dire que la moindre case, elle sert c'est comme si j'avais une caméra. Une case, pour moi, c'est une caméra et elle est au service du personnage. Que ce soit un personnage secondaire, que ce soit même le figurant qui passe dans le fond de la scène, il a une importance. Parce que l'habitant d'Alger, qu'on peut voir la femme avec son panier qui fait le marché, le vieux qui regarde les fruits, ben oui, c'est aussi les habitants, c'est aussi l'identité d'une ville. Et donc toutes les scènes de Bretagne, c'est pareil. Donc le personnage qui a un béret, il est aussi important qu'un effet d'une voiture qui surgit d'une case parce qu'il y a une course-poursuite. Voilà, chaque scène est importante. Qu'elle soit très très classique ou un peu exagérée, quoi. C'est un peu d'effets spéciaux dedans. Mais tout à l'heure, on parlait de recherche. En fait, on te demandait si on avait été en Algérie. Et en fait, j'ai repensé à la légende qui était racontée sur les studios Hergé, comme quoi ils faisaient des voyages incroyables. En fait, tous les décors étaient travaillés par Bob Demour. Et ils ne travaillaient qu'à partir de cartes postales. Mais il y avait une légende comme quoi ils allaient faire des voyages fabuleux pour faire des repérages au Tibet, tout ça. Non. Les gars, ils étaient en Belgique et simplement ils travaillaient après des photos ou des cartes postales. Donc ce qui est un grand mérite à eux, parce que c'est vrai qu'ils ont fait voyager des millions de lecteurs à partir de photos et de leur imaginaire. Et donc nous, notre démarche, elle était humblement un peu similaire. C'est-à-dire qu'avec notre petit budget, on a transposé des époques et des lieux. Et alors, il y a une question de Sun Jung-Koo, mais je vais vous la faire en entier. Il aime bien faire des longues questions. Marek, c'est pour toi, concentre-toi, ça va bien se passer. A priori, hein. Après, Cyril peut jouer aussi. En BD, vous pouvez donner du détail via les dessins, mais malgré tout, vous êtes freiné par la taille de la bande dessinée. On peut aussi en parler. Moi, je fais une parenthèse. Je fais encore plus long que toi, John, du coup. Mais vous avez scindé ce projet en deux tomes, parce qu'un tome, c'était trop grand. Comment ça s'est passé, cette coupure, finalement? Est-ce que ça a été simple de mettre un frein et de repartir dans un tome 2 après? Tout ça pour vous dire qu'il y a une obligation de rythme, nous dit Sun Jung-Koo, sans doute plus dynamique que dans un roman. Potentiellement, vous pouvez caser moins de contexte
ou de longueur? Comment vous faites ces choix? S'il y a besoin de faire des choix, est-ce que vous n'avez pas parfois des frustrations de ne pas savoir caser tel ou tel élément? Eh ben, Marek, je te laisse répondre à tout ça. Alors, d'accord. Alors, le fait de scinder en deux l'album, je vais commencer par cette question. Ben, effectivement, au départ, c'était un seul manuscrit, etc. Sauf que par rapport aux choix narratifs qui ont été développés consécutivement au manuscrit dans le scénario, on se serait retrouvé avec un pavé de 200 pages en BD. Alors, ça aurait fait un beau roman graphique, mais effectivement un peu pince-homme. Et donc, on a choisi un épisode vraiment intermédiaire de l'intrigue, notamment où Derain se retrouve en 77 à Paris et où il essaye de savoir pourquoi il est convoqué par une avocate et qui marque, on va dire, une césure dans la narration. Donc, le choix, il a été fait par rapport à cet événement qui marque une rupture par rapport à ce qu'on a, on va dire, le tome 1 pose le décor, pose un petit peu la quête de Derain dans les différentes périodes dans lesquelles il est amené à évoluer. Et la fin du tome 1 se termine au moment où, quelque part, l'avocate qui l'a convoqué lui laisse entendre l'objet de sa convocation. Donc, il donne, on va dire, on a un effet de cliffhanger, comme disent les Anglais de Carcassonne, pour passer au tome 2. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Et puis pour nous, comme c'était notre première expérience aussi, on était légitimement assez pressés de voir assez vite quel était, on va dire, l'écho de notre travail de collaboration. Donc c'était un format d'une centaine de pages, un peu plus, qui nous permettait aussi de vérifier que, il y avait un lectorat qui pouvait être intéressé à ça. Bon, et les retours qu'ils nous a eu nous ont donné effectivement, je pense, davantage dans le tome 2, on va dire une aisance tant scénaristique que visuelle, parce qu'on avait une appropriation du tome 1, avec y compris déjà des questionnements de lecteurs sur la suite, sur l'évolution des personnages, etc., qui nous a plutôt conforté et nous a donné la force de terminer le tome 2. Après, sur le sentiment de frustration qu'on peut parfois avoir, moi je l'ai plus d'ailleurs dans les romans, des fois, parce que par rapport à certaines scènes qu'on aime bien exploiter, etc. En BD, non, parce que chaque choix de scène est déterminé par rapport au canevas général du récit, c'est-à-dire qu'elle a une finalité. Telle porte qui claque ou tel intervenant, personnage qui rentre à ce moment-là dans le bureau de Derain ou qui rentre dans la cellule du prisonnier FLN, etc. Cette scène-là a une singularité, a une utilité par rapport au propos général. Elle a une fonction dans le récit. Donc, c'est vraiment important par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Pour moi, oui. On va voir si Son Jun-Ku dit la même chose. Cyril, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, sur des frustrations que tu pourrais avoir, même au niveau du dessin, par exemple? J'ai pas de frustration. Tout à l'heure, je parlais de l'importance des dialogues. Et la construction des planches, je me base beaucoup sur les dialogues. Hier, quand on a un peu discuté, je t'expliquais, je me servais des dialogues pour faire beaucoup respirer le personnage. Quand une bulle est... En fait, dans une planche de BD, ce qui compte, ce qui est très important, c'est la première case d'introduction et la dernière. C'est un peu l'entrée, il y a plein de résistance et le dessert. C'est-à-dire que la dernière case, il faut avoir envie de tourner la page. Et au niveau du rythme de l'histoire, la dernière case est très importante. Et moi, souvent, je me sers des dialogues écrits par Marek et je fais respirer. Quand un dialogue, un personnage dit beaucoup de choses, je n'hésite pas à scinder son texte en plusieurs parties. Et le personnage change d'attitude. Par exemple, il écrase sa cigarette. Comme un comédien pourrait le dire. Et ce qui fait que je gère cette scène en fonction, sur la base des dialogues. Et donc, ce qui me permet de, quand je manque de place, j'étoffe. Je vais mettre des cases de silence aussi, parce que dans les deux albums, dans les dialogues entre les personnages, il y a des silences, il y a des regards. Et Derain a une puissance physique. J'ai été un peu débordé d'ailleurs par ça, parce que c'est vrai qu'en le relisant, le personnage a vraiment, comme il est un peu cassé aussi à certaines époques, il a une puissance au niveau du regard. Et quand des scènes où il y a des tensions entre les deux personnages,
les scènes de silence sont très importantes. Donc ça permet de dérouler la scène sur 1, 2 ou 3 cases. Et certaines scènes, d'ailleurs dans les 2 albums, il y a des scènes qui sont en 2 planches, des scènes qui sont en 3 planches, des scènes qui sont en 4 voire 5. Parce qu'elles ont un rythme, elles ont une narration qui est différente. Ce qu'elles racontent est plus ou moins rapide, tendu. Il y a des scènes qui sont très très explicites, très rapides au niveau d'histoire, et d'autres où les personnages ont vraiment besoin d'être posés, parce que ça se passe dans un bureau, ils discutent, et donc ça se joue beaucoup là-dessus. Donc en fait, comme on travaille vraiment à 4 mains, il n'y a pas de frustration particulière. Moi j'étais très content, toujours très content de... Après, je suis jamais satisfait du travail que je fais. Quand je me redis, j'aurais dû faire ça comme ça, mais bon, c'est un peu comme ça. Les dessinateurs, on n'est jamais très très content de ce qu'on fait. On se dit qu'à posteriori, on aurait pu faire mieux, mais bon, je pense que c'est pas trop mal. En tout cas, les retours sont très bons. Pas de tome 3, parce que on me glisse ça à l'oreillette. A priori, de ce que j'ai vu passer, pas de tome 3 prévu, mais vous allez peut-être me dire le contraire, puisque on arrive tout doucement à la fin. Un petit mot sur vos projets. On parlait d'Elvis. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, si vous voulez encore en dire un petit mot ou pas. Marek, je commence par toi. Quels sont tes projets? Dis-moi tout. Alors, je vais parler d'Elvis d'abord. Donc, c'est un projet effectivement, alors qui nous sort un peu de la veine polar qui nous caractérise, mais qui est lié aux échanges qu'on a eus et aux liens qui se sont tissés à travers ce projet et au-delà, où Cyril a une culture musicale, un intérêt pour le rock, etc. Et c'était quelque chose qui alimentait nos discussions et en fait qui progressivement a fait jour à cette idée, on va dire, d'une BD, alors là en one-shot, de l'été 68, où Elvis Presley tourne un de ses derniers films, un western, où il est un peu mis de côté par la musique et par le cinéma, a fortiori, et son statut de star à questionner. Il va croiser durant cet été, là, un militant de l'IRA d'Irlande du Nord qui se trouve en exil en Arizona, là où le film est tourné, et qui est un peu l'homme à tout faire de l'hôtel dans lequel se trouve Elvis. En fait, on va dire que une relation singulière entre 2 personnes de la même génération va se nouer, même si a priori ils n'ont vraiment rien à voir. Alors j'ai un ami scénariste qui m'a très bien pitché la chose, il m'a donné 2 films pour encadrer les choses, il m'a dit, quelque part votre histoire c'est, comment il m'a dit ça, entre sur la route de Madison et Walk the Line. Voilà, donc ça donne un spectre assez large et plutôt sympa. Donc voilà, et sinon j'ai un roman noir, alors contemporain, qui sort prochainement aux éditions Edefcom, qui s'appelle La Baie des Révoltés. Voilà. Un mot sur l'histoire, ça parle de quoi? On peut savoir déjà? Alors c'est durant le mouvement des Gilets jaunes en France, en Bretagne, un groupe de Gilets jaunes qui va essayer de bloquer le conseil d'administration d'une école privée qui s'ouvre et qui va retenir en otage 3 personnages. Seulement, ces 3 gilets jaunes-là ne sont pas là complètement par hasard, et les gens qui le retiennent ne se trouvent pas là par hasard. Donc ça va être un petit peu l'enquête autour de cette prise d'otage durant un mouvement social qui est quand même beaucoup plus récent par rapport à la guerre d'Algérie. Cyril, quels sont tes projets? Alors il y a du Elvis, ça... Alors là, oui, ça va être immersion totale. En parlant de gueule, on projet disait d'Elvis. tout à l'heure. Ouais. Alors je suis pas un fan d'Elvis particulièrement. J'aime beaucoup les choses qu'il a fait. Enfin, vraiment au début de sa jeunesse. Mais je suis plus intéressé par les musiques nord-américaines. En fait, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de mélange culturel. C'est un peu comme la musique, c'est un peu comme un arbre. Il y a des racines, de multiples racines. Donc c'est ça qui me passionne. Mais justement, l'histoire, cette histoire d'Elvis qui est un peu au creux de la vague, là, à la fin des années 60. Donc je vais me plonger là-dedans j'ai commencé à faire quelques croquis pour pouvoir vraiment incarner le personnage, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de fans, qui est connu physiquement. Donc il faut vraiment, avec le trait, pouvoir l'incarner à sa façon, lui donner corps. Il faut des autorisations
pour le dessiner, pour... Non, il y a beaucoup de choses, hein. C'est très étonnant d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'illustrateurs de BD qui travaillent, qui ont fait des choses sur Elvis, même assez récemment. Que ce soit en illustration ou autre, il est toujours très moderne comme chanteur. Il y a toujours un culte, hein, il y a toujours des fans, même des très jeunes qui aiment sa musique, qui le découvrent. Donc c'est assez. Il a un parcours étonnant, c'est quand même la première star du jour au lendemain, quoi. C'est un gars qui est devenu star du jour au lendemain, ce qui n'était jamais arrivé à personne. Donc, après, il avait une vie particulière, j'imagine, ça ne doit pas être simple à gérer. Mais bon, c'est justement ça qui est intéressant, la fragilité du personnage et puis sa complexité, sa personnalité. On va fouiller un peu au loin du biopic classique. C'est un homme face à son époque, voilà, le miroir de son époque. Comment Martin Luther King, les mouvements sociaux aux États-Unis, enfin bon, l'Irlande. En fait, il avait aussi des origines irlandaises, donc tout est lié. De toute façon, l'Amérique a été faite par l'immigration. Donc ça va être intéressant à gratter ça, et puis de voir justement le look de l'époque, les voitures, les lieux, les paysages, comment travailler sur la couleur de l'Arizona, emmener le lecteur le côté de l'Atlantique. Donc pour de faux, quoi. Ça va être assez rigolo à faire, ça. Bref, vous avez, sans vilain jeu de mots, du pain sur la planche, très cher. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Je propose de commencer par toi, puisque tu tiens le micro pour l'instant. Je vous laisse le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette première boîte de l'année. L'un et l'autre, que souhaitez-vous nous dire pour conclure votre passage parmi nous? Je vous remercie encore. Cyril, à toi l'honneur. J'invite tous les auditeurs là, curieux à s'immerger dans les fronts renversés, hein, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne lecture, quoi que vous lisiez, l'important c'est de lire de la BD, des romans, éclatez-vous, faites travailler votre imaginaire et puis soutenez les auteurs. Merci à vous, bonne lecture. Marek, un petit mot de la fin. La même chose, hein, voilà, de lire, comme tu me disais en introduction, Frédéric, et que reprenait Cyril, c'est-à-dire vraiment tout support dès lors que c'est on va dire une porte vers la découverte, vers l'échange, vers le savoir, c'est toujours utile. Même si c'est de la BD, même si que ce soit de la BD, du polar ou autre, ce qui a longtemps été considéré comme sous-genre, on commence à se rendre compte effectivement de leur importance. Voilà, donc les fronts renversés et les autres projets à venir, et puis oui, effectivement, de soutenir les auteurs et d'être attentif aux choses un peu différentes qui se font à tous les niveaux, que ce soit dans le roman noir, dans la BD, en musique, voilà. Et en tout cas, un grand merci à toi, Frédéric, et à Fanny et à l'équipe pour l'invitation. C'était super sympa. Avec grand plaisir. On avait fait connaissance à Templemar avec notre boîte mobile qui va probablement reprendre la route, un de ces quatre. Mais en tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Désolé pour les petits problèmes de son, les cigales, en Bretagne, pourquoi pas, c'est original. En tout cas, c'était passionnant. N'hésitez pas à découvrir tome 1 en premier. Je répète, c'est important. Ne foncez pas sur le tome 2, mais vous pouvez déjà l'acheter. Et c'est ça qui est bien. Si, comme moi, vous êtes un nerveux et nerveuse, moi, par exemple, je peux pas acheter quand c'est pas encore fini. C'est très compliqué. J'ai besoin que ce soit terminé pour après commencer. Et donc là, c'est déjà le cas. C'est cool. Tome 1, tome 2, les fronts renversés. C'est très très dense, très riche. Il y a beaucoup de choses au niveau du dessin, mais vous le verrez par vous-même en découvrant tout ça. Merci infiniment à tous les deux. Je vous souhaite une très 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 bonne fin de soirée. Nous, on va parcourir le programme de la semaine prochaine, parce que je ne le connais pas par cœur. À très très bientôt. Les amis,